Aujourd'hui, on va revenir vraiment aux fondamentaux de Python pour commencer la semaine. Et on va essayer d'avoir un paysage global sur ce qui se passe en mémoire lorsqu'on programme en Python, afin de bien comprendre comment se déplacent les objets au sein de notre code et de voir quelles possibilités ça va engendrer. En effet, Python a un modèle mémoire très compact et finalement une base de fondamentaux qui tient par exemple, qui tient pratiquement sur un seul côté de feuille quand on en fait un résumé. Et puis, donc, on va essayer de voir ça, de voir ce que ça implique au niveau du style de programmation que ça pourrait engendrer. Donc, je vais partager mon écran. Aujourd'hui, ça va être moins technique donc que certains webinaires comme hier ou comme lundi dernier. Et on va partir vraiment en mode expérimental dans un Jupyter Notebook. Je vais peut-être juste agrandir un petit peu l'écran et on va regarder ça. Donc en fait, à la base, en Python, on n'a que deux choses. On a des noms, c'est nos variables. Donc une variable, ça pourra être simplement un nom, un prénom, une personne, donc mettons un nom. Et des noms, avec les noms, on peut désigner vraiment ce qu'on veut. Donc en nombre, une voiture si c'est une classe, etc., etc. En modules, alors nous avons les modules de la bibliothèque standard, par exemple 6, et nous avons des modules personnels qu'on pourrait importer et qui sont des noms avec souvent avec des points à l'intérieur, par exemple mon package, point mon module, par exemple. Mon module. Voilà, donc ça c'est des noms, et ces noms, ils ont peu de contraintes dessus, très peu de contraintes, autres que la PEP8. Donc, si vous tapez ici dans votre navigateur PEP8, vous allez trouver le guide de style officiel de Python. Par défaut, donc dans les PEP, c'est décrit en anglais, mais vous trouvez des traductions françaises relativement facilement en cherchant sur Google. Et dans cette PEP8, vous avez tout un chapitre ici qui concerne les conventions de nommage. Comment il est bien de nommer les choses. Par exemple, le fait de nommer un module tout en majuscule. Donc, si je crée ici, par exemple, un fichier, nouveau fichier, par exemple, un fichier Python, que je l'appelle, par exemple, je serais tenté de l'appeler personne.py, par exemple. Ça, c'est interdit par la PEP8 parce que la PEP8 va interdire les majuscules dans un nom de fichier Python, par exemple. C'est déconseillé par la PEP8. Donc, la PEP8, c'est des recommandations. Ça veut dire que Python ne va pas vous donner des erreurs si vous faites ce genre de choses, mais c'est par commande, comme d'ailleurs d'avoir quelque chose en plusieurs mots. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer HTML parseur, par exemple. Donc, c'est de nouveau déconseillé, pas interdit. On peut le faire, mais on essaye d'éviter au maximum. Alors, même chose dans les autres noms qu'on va retrouver ici. On a des noms qui parfois pourront désigner une classe, donc vont commencer avec une majuscule, parfois vont être complètement en minuscule, parce qu'ils vont désigner soit une variable, soit un nom de fonction ou de méthode, soit tout en majuscule, par exemple une constante. Voilà. Ça, c'est juste des noms. Et finalement, ces noms, on peut leur affecter n'importe quelle valeur. Alors, ici, il n'y a que moi qui sais que finalement, c'est moi qui vais faire l'effort d'affecter une valeur à cette voiture. Rien ne m'empêche à aucun moment d'écrire voiture égale 1. Voilà. Simplement, donc, on aura en nom et en objet. Et c'est à moi de faire attention aux conventions de nommage pour savoir quel objet finalement je vais nommer avec quel nom. Alors ça, c'est le premier truc. Donc on a des noms, de nouveau une voiture, une personne, alors, moi, et puis un nom de module, un nouveau 6. OK. Et à ces noms,
on ne fait finalement que en Python leur affecter des objets. Donc, on a toujours en nom et derrière en objet. En objet, ça peut être n'importe quoi. Alors, un objet, pour l'instant, je l'ai nommé là comme ça. C'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères est un objet, donc une variable égale une chaîne de caractères. Et on peut leur affecter différents types. La chaîne de caractères, comme celle-là, ou avec des guillemets doubles, si on préfère les guillemets doubles. Parfois, il y a des bonnes raisons d'utiliser un guillemet simple, parfois, il y a des bonnes raisons d'utiliser un guillemet double, mais c'est parfaitement interchangeable. Je peux lui affecter en entier, ou alors en flottant. 3,14, par exemple pi, je peux lui affecter des objets plus complexes, comme une liste de différents objets, en tuple de différents objets, et puis un ensemble, mettons, de différents objets également. Donc, un ensemble, c'est comme ça, avec différents objets. OK, donc là, on a un ensemble, puis éventuellement en dictionnaire, par exemple, hop, où on aurait la même chose qu'en ensemble, mais avec une clé et puis une valeur. OK, donc ça, c'est la partie relativement simple, et si vous êtes déjà avancé en Python, vous avez bien sûr passé depuis longtemps cette étape où on a un nom qui est affecté à un objet. Mais dans toutes ces situations que je vous ai décrites, on a à chaque fois la même chose et on retrouve vraiment toujours une variable et un objet, quel que soit cet objet. Ce que je veux commencer à vous présenter ici maintenant, c'est que parfois, on a des affectations cachées. Donc ici, pour l'instant, c'est relativement clair pour vous. Nous avons affecté l'objet dictionnaire ici à une variable. À partir du moment où j'ai fait cette affectation, d'ailleurs, je vais le formater un petit peu plus correctement. Et voilà. Donc, à partir du moment où on a fait cette affectation, bien sûr, chaque fois qu'on va utiliser ce nom de variable, Python va remplacer ce nom de variable par l'objet qu'il référence, et à partir de là, on va pouvoir travailler avec. Alors, déjà, dans quelle situation on a des affectations? Alors, bien sûr, l'affectation, c'est à chaque fois qu'on a un signe égal, comme ça, on a l'affectation d'un objet, toujours sur la droite, à une variable, toujours sur la gauche du signe égal. Chaque fois que vous avez un égal, vous avez une affectation et la situation est relativement claire. Ce qu'on comprend assez peu, c'est que finalement, toutes les expressions que je vais noter ici sont toutes des affectations cachées. Par exemple, importis ou import os.pass. Ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Ça, c'est pour les modules. Ou from URL lib, import parse, par exemple. Et donc, voilà. Et puis, import numpy as np. Donc, ça, c'est des imports, c'est toutes des affectations de la famille des imports. Okay. D'autres affectations cachées qu'on aura, c'est à chaque fois qu'on définit une fonction. Par exemple, une fonction qui permettrait de créer des tables en base de données. Par exemple, ici, alors, créer des tables en base de données. Ici, donc de nouveau une affectation cachée, on verra comment. Si je crée une classe, également une classe voiture, qui pourrait éventuellement hériter d'autres classes comme véhicule, par exemple. De nouveau, une affectation cachée représente une voiture au sein du programme. Voilà.
et puis bien sûr, je crois qu'on a toutes les situations d'affectation ici possibles en Python. Ça tient vraiment devant. Alors donc, comme on l'a dit, tout ce qui est au signe égal, c'est une affectation explicite. On va créer un objet et ensuite, cet objet, on va l'affecter à un nom. Alors, affecter un objet à un nom, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quelque part dans un endroit du programme qui est destiné au stockage des noms. Alors, on pourrait ici imaginer un endroit dans la mémoire où on stocke des noms. Alors, ici, nous aurions une variable, ou un dico, on peut l'appeler comme ça, dictionnaire, et un dico. Donc, en espace, en mémoire, qui va être vraiment destiné uniquement aux noms. Ici, on pourrait simplement les aligner, ces noms. On peut imaginer qu'au niveau de la mémoire de Python, vous avez un dictionnaire où chaque fois le nom d'une variable, c'est simplement une clé dans ce dictionnaire. Et puis, ensuite, vous avez tout cet espace mémoire. Je pourrais ici tracer une ligne vraiment qui est différente. Et à l'intérieur de cette mémoire, Python va créer des boîtes, un petit peu n'importe où, à un moment donné, où il va créer, par exemple, là, un dictionnaire, un, un dictionnaire, et puis un dictionnaire qui va contenir les données qui sont ici. Donc, il y a, par exemple, ça, nous avons un dictionnaire, et ce dictionnaire va simplement stocker toutes ces données. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, les deux choses sont vraiment absolument différentes du point de vue de la mémoire. Voilà, nous avons ça. Et nous avons l'objet qui existe quelque part, et nous avons le nom qui existe dans un méga dictionnaire défini au niveau de Python. Et ce qui va se passer lorsque je fais une affectation, comme celle-là, il va se créer un lien, ce qu'on appelle une référence en Python, en lien où cette variable va référencer cet objet. OK, ici, voilà. Cet objet, il va être référencé par ce dico. En fait. Donc, finalement, faire une affectation, c'est uniquement faire un lien entre les deux projets, les deux objets. Et ici, cet objet est créé une fois, et puis, si on décide plus loin en nouveau dico, plutôt en dico, mais on va l'affecter à un autre dico. Alors, du coup, on fait une affectation à un dico vide. Donc, on utilise la même variable, mais on refait une affectation ici. Donc, dans ce cas, il y a création d'un nouvel objet ici, et puis il n'y a pas création d'un nouveau nom au niveau de l'espace dédié au nom. Donc, il y a toujours ce nom-là, il reste, mais il va y avoir un nouveau dictionnaire qui est créé. Ici, voilà, il s'appelle nouveau, c'est un nouveau dictionnaire, c'est son type, et puis ces données, les données qui seront stockées, c'est juste ça. Alors, on va voir si sur là, il y a... OK. Et puis, ce que va faire Python, simplement, c'est qu'il va simplement déplacer sa flèche ici sur un autre objet. Voilà. Donc, les deux sont liés maintenant. Et lui, il n'a plus aucune flèche qui est dessus. Alors, quand un objet se retrouve sans plus rien, plus aucune référence qui pointe sur lui, il va simplement être rayé de la carte par Python. Alors, Python va d'abord détecter qu'il est en situation finalement où il n'y a plus personne qui ne le connaisse, cet objet. Il va être marqué comme tel. Et puis, au bout d'un moment, il y a un outil qui s'appelle le garbage collector, donc le ramasse-miettes en français. Le ramasse-miettes va passer par là et tous les objets qui sont marqués en rouge ici, il va les éliminer purement et simplement, les effacer. Donc déjà, c'est ça. OK, donc on a vu une situation ici où un nom peut pointer sur un dictionnaire. Mais ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a une situation qui peut conduire à des situations plus complexes. En effet, maintenant,
là, j'ai affecté ce Indico à un nouveau dictionnaire, mais je pourrais imaginer maintenant avoir un autre Dico, qui pointe sur Indico. Donc, on affecte Indico à un autre Dico. Alors, en effet, ce n'est pas le nom Indico qui va... Donc ici, bien sûr, nous allons de nouveau créer un nouveau nom. Donc, ça va se faire du côté de l'espace des variables de Python. Ça s'appelle un autre Dico. C'est rien d'autre qu'une étiquette, un petit peu la même chose que les étiquettes que vous pourriez mettre à une valise. Imaginez que vous partez en voyage, bien que c'est de plus en plus de la science-fiction aujourd'hui de partir en voyage, mais imaginez que vous partez en voyage et avant de partir, vous allez accrocher une étiquette avec votre adresse à la valise pour qu'on sache qu'elle est à vous. C'est exactement ça, une variable Python, c'est une étiquette qui est accrochée à un dictionnaire. Et cette étiquette, on peut simplement la détacher et puis la mettre sur une autre valise. Okay, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre et affecter à une autre valise. On peut également mettre deux étiquettes sur une même valise. Et c'est ce qui va se passer ici. On va mettre deux étiquettes sur une même valise, puisque en faisant ceci, en autre Dico égale en Dico, il ne va pas se passer cela. Donc, la référence ne se fait pas entre les deux noms, mais la référence se fait toujours entre un nom et un objet. Donc, en fait, la référence se fait comme ça. J'ai affecté Indico à un nom. Donc, ce Indico va d'abord être remplacé par l'objet sur lequel il pointe, ce dictionnaire vide, ici. Et ensuite, l'affectation va effectivement se faire entre un autre Dico et... Donc, on a ce dictionnaire, cet objet ici, mais sur lequel on a deux étiquettes qui viennent pointer. Et on peut le modifier via les deux étiquettes. Il n'y a pas de copie qui est réalisée. Ici, si nous passons à cette situation-là où on va faire un Dico, on va lui ajouter une donnée, donc une clé égale une valeur. OK. Hop. Indico, pas indict, voilà. Qu'est-ce que je dis? Une clé égale indico is not defined. Indico, je n'ai pas, probablement pas exécuté. Voilà. OK, donc là, on est bon. Et puis, si maintenant, je fais un print d'un autre dico, vous voyez que finalement, la donnée que vous avez modifiée ici, quand vous avez ajouté une valeur dans les dictionnaires, est parfaitement visible depuis la variable en autre dico. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté une donnée à l'intérieur du dictionnaire qui maintenant contient une donnée qui n'est plus vide. Alors, ici, à l'intérieur de ce dictionnaire, via Indico, nous avons simplement rajouté une clé, deux points, et puis une chaîne de caractères, une valeur. Alors, super, on va juste dégrouper le truc, agrandir ça. Et puis, voilà. Donc, on voit que même si cette donnée-là a été ajoutée via la référence de Indico, cette même donnée est aussi visible en autre dico parce que les deux pointent sur le même objet. D'ailleurs, je vois que sur les différents forums que je fréquente ou les différents Discord, nous voyons que les gens ont un amour démesuré pour le mot-clé is. Ce qu'on va voir, c'est qu'en dico et en autre dico ici pointent clairement sont le même objet. Donc, ils pointent les deux sur le même objet. Is va aller regarder sur quel objet pointe en dico, sur quel objet pointe en autre dico, et il va voir si c'est le même objet. Si les deux pointent sur le même objet,
il va effectivement nous dire que c'est true. Alors, ça peut conduire à des situations relativement scabreuses parce que deux objets qui sont éloignés dans le code peuvent éventuellement modifier le même dictionnaire et on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises puisque parfois ces liens, on n'en a pas conscience, surtout au début. Okay, donc parfois, on a l'impression que chaque fois qu'on fait quelque chose comme on le fait ici, ou surtout comme on le fait ici, on a l'impression qu'on fait une copie. Si on veut faire une copie, il y a la possibilité de vraiment faire une copie. Okay, ou d'utiliser un module, si on veut faire une copie profonde, d'utiliser le module copy avec la fonction deep copy. Donc l'idée, c'est qu'on peut copier. Si je fais ici une copie, alors là, effectivement, on va avoir la situation où, avant de faire ce lien, nous allons copier ce dictionnaire. Donc, ici, on va grouper. Au moment de faire la copie, on n'a pas encore fait la modification. Ici, donc, notre dictionnaire est toujours vide. Donc, on le vide. Au moment où là, il est vide, je fais la copie. À ce moment-là, quand on fait la copie, il y a effectivement une duplication de cela, ainsi que des données du dictionnaire qui est faite. Voilà, une duplication là. Et après, il y a un lien qui est fait. Okay, donc, dans la première situation où nous ne faisons pas la copie, nous avons deux liens qui pointent vers le même objet. Si je fais la copie, j'ai deux dictionnaires différents, comme ici. Et maintenant, si je modifie Andico en allant ajouter une donnée à l'intérieur, par exemple, la clé 1 et puis la valeur 1, par exemple, je vois que cette donnée ne sera pas visible sur l'autre dictionnaire. En effet, ici, si je désire maintenant faire, j'ai fait la copie, donc je fais ceci. Maintenant, si je print en autre dico, on voit qu'en autre dico est toujours vide. Donc, toujours essayer de se faire cette représentation mentale en nom, en objet, et d'essayer de traquer cet objet, d'essayer de voir les noms, les objets, et de voir à quel moment on a création d'un nouvel objet ou copie d'un nouvel objet, et à quel moment on a simplement juste un lien qui se déplace d'un objet à l'autre. Donc ça c'est très intéressant et très important, surtout. Très important, par exemple, dans quelle situation? Alors, ce type de situation, ça peut être typique d'une situation qu'on rencontre quand on va passer, par exemple, à une fonction. Par exemple, j'ai une fonction qui prend ici des données et puis qui, à l'intérieur de ce dictionnaire, va simplement ajouter des données à l'intérieur d'un dictionnaire. Si maintenant, je fais une fonction, puis je lui passe Andico, une fonction, voilà, et Andico, voilà. C'est sans surprise. Cette fonction va modifier ce dico ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le temps d'existence de la fonction, nous allons avoir de manière transitoire, alors je vais éliminer pour l'instant cette vision-là, de manière transitoire, je vais avoir création d'une nouvelle variable qui s'appelle data. Cette nouvelle variable qui s'appelle data, lors de l'appel d'une fonction, ici, va recevoir la valeur Andico. Donc, ici, on a l'équivalent, une fonction, data égale Andico. Donc, ce dictionnaire va être envoyé sur le paramètre data. Donc, data va momentanément donc, pointer sur notre dictionnaire. Il n'y a pas eu de création d'un nouveau dictionnaire. Quand je passe un dictionnaire
en argument d'une fonction, il n'y a pas de création, il n'y a pas de copie du dictionnaire, il y a uniquement l'affectation d'un lien, la création d'un lien entre le paramètre data et notre dictionnaire ici vide. Donc, tout ce que je vais faire à l'intérieur de ma fonction qui modifierait ce dictionnaire sera visible depuis l'extérieur de la fonction. Et c'est ce qu'on va voir ici, puisque je peux déjà ici maintenant faire mon print de Handico. Et je vois que, alors peut-être je vais réinitialiser le truc depuis le début, comme ça on est bon, et puis on n'a pas 15 valeurs qui s'y ajoutent. Voilà. Donc ici, Handico est juste un dictionnaire vide. Et ensuite, lors de l'appel de fonction, à l'intérieur de la fonction, il y a une modification du dictionnaire pointé par data, ou référencé par data, donc data en égale en. À ce moment-là, en fait, le dictionnaire qui est pointé par data lors de cet appel, c'est ce dictionnaire-là. Et ce que je peux voir, c'est que si je ressors de la fonction et je suis au niveau global de ma fonction, je vais avoir finalement un dictionnaire pointé par Handico qui, en apparence, était modifié. Il faut vraiment avoir conscience de ça, puisque ici, bien que je n'ai pas fait de return de quoi que ce soit ici, bien que rien du tout, le dictionnaire original a été modifié. Il a été modifié parce qu'un dictionnaire est une structure de données qu'on dit mutable. Ici, mutable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible de modifier le contenu de cet objet. Je peux ajouter du contenu à un dictionnaire, heureusement d'ailleurs, parce que sinon le dictionnaire ne servira à rien, comme d'ailleurs je pourrais faire pareil pour une liste. Une liste, c'est pareil, une liste, c'est quelque chose de mutable, c'est un objet mutable. Mutable ici. Alors, une fonction, qu'est-ce que je peux faire alors je vais appeler ça modifier Dico. Par exemple, je vais l'appeler comme ça. Comme ça, on va pouvoir faire une fonction également pareille, modifier liste. Alors, modifier Dico ici. Et puis, pour le coup, j'ai également une fonction modifier liste. Et pour une liste, c'est exactement pareil. On peut avoir des données, data, alors .append, en, par exemple, et nous aurons une situation qui est parfaitement similaire. Si je réinitialise le tout ici, ici et ici, j'aurai modifié Dico, modifié liste, et data égale une liste, qui est une liste vide. Ici, on fait un print de Handico et de une liste. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que les deux fonctions ont réussi à modifier le dictionnaire et à modifier la liste. Et ces modifications, on les voit directement ici, à l'aide, en printant le Handico et en printant une liste. Pour exactement la même raison, une liste est créée à un certain moment une liste. C'est une variable qui existe toujours dans l'espace des variables. Nous avons création d'un objet liste. Donc ici, un objet liste sera créé, donc un objet de type liste. Cet objet de type liste aura certaines données à l'intérieur. Pour l'instant, il commence vide. Et il y a un lien qui se fait entre une liste et... Voilà. Pendant le temps de l'exécution de une liste, j'ai également une donnée data qui se crée. Et pendant ce temps-là, data va recevoir la donnée pointée par une liste, donc ce dictionnaire-là. On va avoir ce lien qui est fait. Un nouveau lien
qui est fait comme ça. Voilà. Quand on fait data append, on va ajouter une donnée à cette liste, le 1. Quand on fait un data crochet 1, on ajoute ce 1 là. Voilà. Et quand on ressort des fonctions, donc lorsque ces deux fonctions ont terminé leur exécution, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer que quand modifier une liste, modifier DICO va être terminé, cette variable va simplement être effacée. Okay, donc, lorsqu'un paramètre existe dans une fonction comme modifier DICO, et puis on sort, lorsqu'on exécute la fonction, lorsqu'on est dans la fonction data est créée, quand on sort de cette fonction, data n'existe plus. Donc ici, data n'existe plus, et donc le lien sur notre liste et sur notre dictionnaire n'existe plus. Par contre, le lien original existe toujours. Et c'est ce qui empêche ces deux objets, ici, ce dictionnaire et cette liste, d'être détruits par Python. Okay, tant qu'il reste en lien entre en nom et en objet, il n'y a pas de raison de les marquer en fer rouge, comme je l'ai fait avant, avec comme ça, puis que le garbage collector s'en charge. Tant qu'il y a en lien qui est fait entre en nom, n'importe lequel, n'importe où, et en objet, il ne va pas y avoir destruction de l'objet et il continue à vivre. Après, cet objet, je peux le passer à une autre fonction et il va être affecté à une autre variable, etc. Et ça ce modèle-là, ce modèle non-objet, fonctionne pour tous les objets. Alors, quand je crée quelque chose comme ceci, quand je fais un import 6, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je faisais en 6, et puis en égal, et puis ici, donc création du module, de l'objet. Je vais mettre ça sous forme d'une chaîne de caractères, même si c'est pas une chaîne. Donc, création de l'objet représentant le module 6. Le module 6. Donc, quand Python lit import 6, il va créer un objet module. Quand il lit import 6, Python va créer un module correspondant au 6 et puis il va l'affecter au nom 6. Donc, en effet, quand je fais un import 6, j'ai une sorte de égal caché ou d'affectation cachée. J'ai effectivement ce lien qui se fait très explicitement. Donc, hop, ici, de nouveau, quelque chose ici, 6, et puis un objet qui va être créé. Cet objet, ce sera un objet du type module. Et puis, ce module, il aura un nom de 6. Hop, et puis simplement comme ça. Alors, pour vous prouver que c'est rien de différent du reste, ben, on peut très facilement le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut faire avec 6? Essayons de faire quelque chose qu'on peut faire avec 6. Hop, véhicule, classe voiture, véhicule. Ben, véhicule n'existe pas, évidemment, donc on va juste l'enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 6? Ben, par exemple, avec 6, on peut faire afficher le 6.path, par exemple. C'est tous les chemins qui vont être dans lesquels Python va rechercher des bibliothèques, par exemple. On peut faire 6.platform. Et puis, il va juste afficher probablement l'OS sur lequel je suis. OK? Donc, 6.platform. Alors maintenant, affectons 6 à un autre 6. Un autre 6. Égale 6. Et puis, tentons. Alors, un autre 6.pass. Tiens, ça fonctionne exactement pareil. Ou .plateforme. Plateforme. Okay. Donc, quand j'ai fait en import 6, Python a juste créé cet objet 6, puis il l'a affecté au nom 6. Ce qui fait que j'ai un objet, et si je veux quelque chose dans cet objet, je dois utiliser, comme pour tous les objets, le nom de l'objet,
point, et puis un attribut de cet objet qui va être la variable plateforme à l'intérieur de ce module-là. Donc, c'est rien de différent finalement qu'autre chose. Je peux réaffecter ce nom. Alors, pour faire vite, c'est-à-dire plutôt que d'importer 6 comme ça, et puis après de réaffecter le nom à quelque chose d'autre, je peux directement ici faire import 6 as un autre 6, par exemple. Alors, un autre 6. Mais ça, c'est parfaitement équivalent à import 6, ou presque équivalent à import 6, puis un autre 6 égale 6. Donc, j'affecte un objet à un autre. Et puis après, il faudrait que j'oublie cet objet-là. Quand je fais ça, le nom 6 n'est pas créé. Mais, outre ce détail, ici, un autre 6, de nouveau, hop. Finalement, tout se passe exactement de la même manière, ce qui fait que je peux programmer avec les modules exactement un autre 6. Et tout ça se comporte exactement de la même manière et pointe sur le même module, simplement. Ici, et c'est pareil pour toutes ces affectations. Alors ici, on va avoir affectation du module URL libparse à un nom qui s'appelle parse. Là, on va voir affectation du module NumPy à un nom qui s'appelle NP, etc. Et puis, on est heureux de l'apprendre, finalement, pour les fonctions et les classes, c'est pareil. Alors, pour les fonctions et les classes, c'est tout aussi caché. C'est-à-dire que là, quand Python va trouver le def, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un objet fonction. Okay, il va créer un objet fonction, puis quand il va voir classe, il va créer un objet classe. Et ensuite, il va affecter cet objet fonction à la variable createTables et il va affecter l'objet classe à la variable voiture. Ce qui fait que voiture ou createTables ne sont rien d'autre que des variables, exactement comme le reste. Donc ici, j'aurai createTables, ma fonction createTables ici, hop, create tables, un objet fonction, hop. Donc une fonction, et puis une classe. Donc, hop. Quand on dit que tout est objet en Python, on pense effectivement que tout est objet et non, parce que les noms ne sont pas des objets. Les noms sont stockés dans un méga dictionnaire au niveau de l'interpréteur Python. Et ici, on a notre classe voiture. Et puis cette classe voiture va pointer ici sur... et puis, ce nom de fonction va pointer là-dessus. Okay. Donc, tout pointe sur des objets. Et puis après, bien sûr, une fonction, on peut, alors ici, si je mets en print, je suis dans createTables, par exemple. Et puis là, init, self, qu'est-ce qu'on pourrait faire si j'affecte la classe? Ouais, on le fait comme ça. Alors, print. Alors, je suis dans la méthode d'init de voiture. Type self. Ok, donc si je fais ça, alors bien sûr, maintenant que si j'exécute create tables, on va voir qu'il y a le corps de createTables qui va s'exécuter. Mais maintenant, si vous allez affecter place Python à... vous affectez l'objet createTables à un autre nom, ou simplement une fonction. On va l'appeler une fonction. Ici,
ça va se passer vraiment pareil. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, juste déplacer cet objet-là, faire la place. On va avoir un nouveau nom qui va se créer, une fonction. Cette fonction va se voir affectée en lien vers cette fonction. Enfin, ce nom va se voir affecté en lien vers cette fonction. À partir de ce moment-là, je peux une fonction ici va effectuer exactement le code qu'il y avait dedans. Je suis dans createTable. Donc, Python voit absolument pas de différence que ici j'utilise le nom createTable, c'est-à-dire le nom qui a initialement été affecté à ma fonction, ou que j'utilise le nouveau nom qui lui a été affecté, une fonction. Il n'y voit aucune, mais absolument aucune différence. Ce qui fait qu'une fonction, je peux aussi le passer en paramètre, un nom de fonction, je peux le passer en paramètre d'une fonction. Par exemple, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pourrais une fonction, par exemple, ici on pourrait appeler la fonction collab, par exemple, puis à l'intérieur de ma fonction, je définis une fonction ici, def, et puis à l'intérieur de cette fonction, j'exécute cette fonction callable. Alors, si je fais ça, il ne se passe rien pour l'instant, mais quand je vais appeler une fonction, alors comme je l'ai fait ici, une fonction, c'est une fonction en elle-même. Donc maintenant, une fonction, ici, c'est une fonction séparée, mais c'est toujours un objet de type fonction. Donc ici, j'ai un autre objet de type fonction qui a été créé et qui va recevoir une fonction. Donc, à partir du moment où j'ai créé deux defs, où j'ai fait en def createTables et en def fonction, les deux sont des objets fonctions séparés et les deux variables pointent sur des objets fonctions séparés. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais en paramètres de cette fonction, donc là, j'ai certains paramètres qui sont disponibles. Et dans ces paramètres, il y a donc cette variable callable. Donc, je vais l'appeler, puis je vais affecter à callable la valeur de createTable, et qu'à l'intérieur de tables, et qu'à l'intérieur de la fonction, ce callable va être exécuté. C'est finalement cette fonction-là qui va être exécutée, parce que ici, je vais momentanément avoir une variable callable qui va être exécuté le temps de la durée d'exécution de cette fonction-là. Donc là, il y a un lien fort qui est entre les deux. Et puis, ce callable va recevoir le lien vers cette fonction. Donc, durant l'exécution d'une fonction, callable va pointer sur cette fonction. Donc, quand on va appeler callable, et puis avec les parenthèses, après, c'est comme si on exécutait cette fonction-là. Et effectivement, lorsque je vais exécuter cette fonction, callable pointe sur create, et à l'intérieur, callable va être exécuté, et au moment où j'exécute ça, c'est comme si j'exécute createTables. Donc là, on va avoir effectivement l'affichage de « je suis dans createTable ». Voilà, c'est là. On appelle ici effectivement la fonction reçue en argument, donc qui a été envoyée en argument au paramètre callable. Voilà. Donc, on voit que ce modèle est hyper cohérent parce qu'il fonctionne avec tout. Même une classe, c'est finalement rien d'autre qu'un nom auquel il a été affecté un objet. Je peux instancier une voiture, par exemple, Citroën, ici, une voiture. Je peux créer un objet voiture. On voit qu'à la création
de cette voiture, il y a le constructeur de cet objet voiture qui est exécuté, mais rien ne m'empêche de réaffecter voiture à je sais pas, un tas de ferraille égale voiture. À partir de là, tu as par exemple, Citroën égale tas de ferraille. N'y voyez aucune opinion personnelle. Et puis, j'ai un objet qui permet de faire ça. En fait, quand vous avez une voiture créée comme celle-là, c'est comme si j'avais une classe voiture qui est créée à partir d'un type qui s'appelle type, avec en nom voiture, avec ici object, et puis éventuellement un dictionnaire vide à la fin. On peut créer une classe juste avec type comme ça, et puis affecter cet objet à voiture. On verra que ici, finalement, ma Citroën égale voiture. Donc là, j'ai une voiture qui est créée. Si j'effectue la Citroën, ici, je vois que j'ai effectivement une instance d'une classe voiture. Donc, je peux créer une classe simplement comme ça. Donc, de nouveau, on voit qu'une classe, c'est juste quelque chose, c'est juste une affectation déguisée. Éventuellement un petit peu plus lisible et beau de créer une classe de cette manière-là plutôt que de cette manière-là, mais je pourrais, avec type ici, créer une classe et puis dans ce dictionnaire, ajouter les différentes méthodes que je veux ici. Par exemple, si je prends ça, je pourrais ici. Tac, on a un init ici. Alors, je pourrais, hop, init. Là, lambda self et ce print là. Tac, on va juste mettre voiture pour l'instant. Voilà. Voiture, ouais, littéral, qu'est-ce qui. Ah yes, il refuse que je personnalise le init de cette manière-là. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il fait plus ou moins quelque chose comme ça. Donc, sauf qu'il va refuser qu'avec ce dictionnaire-là, je définisse des méthodes spéciales ou je redéfinisse des méthodes spéciales. Donc, ça, c'est uniquement au niveau de Python, mais concrètement, vous avez une affectation cachée. Une fois que cet objet est affecté, donc une fois que vous avez simplement une voiture est égale à un objet classe, cette classe peut fonctionner comme n'importe quel autre objet. Ça veut dire que simplement, vous pouvez passer cet objet à l'intérieur d'une fonction et le modifier ou en faire quelque chose dans une fonction. Donc, il n'y a rien de problématique. Ici, une fonction callable, result, par exemple, ou simplement return callable, par exemple. Hop. Ici, parfait. Alors, callable, je l'ai appelé avec createTable. OK. Rien ne m'empêche maintenant d'utiliser une fonction, un objet ou résultat. Par exemple, résultat égale une fonction voiture. Alors, callable. J'aime bien appeler les choses avec la syntaxe, les arguments avec la syntaxe mot-clé, puisque c'est souvent plus clair, surtout au début. Donc ici, plutôt que de passer createTables ici à notre fonction, je vais passer voiture. Hop, on voit qu'il déjà il a accepté, parce qu'à l'intérieur, il a effectué quelque chose, il a exécuté, qu'il exécute une fonction createTables ou qu'il exécute une classe. Pour lui, c'est deux callables différents. Et il a fait un return du résultat, et je l'ai stocké ici dans le résultat, ce return, et on voit que ce résultat, c'est rien d'autre que ma voiture, que la voiture qui a été créée à l'intérieur de cette fonction. Une classe peut être passée à l'intérieur d'une fonction. Cette fonction peut faire un job dessus et puis peut retourner ensuite retourner l'objet qui a été créé. Donc, vraiment, vraiment, vraiment très pratique. Mais au final,
Donc, tout ce qu'on a là, simplement, on manipule vraiment les choses. Si, de la même manière, si je veux prendre un module, par exemple, comme ici NP, où je peux également le passer à travers le renommer, le passer à travers les arguments d'une fonction, etc., etc. Donc, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez faire avec une liste ou avec un dictionnaire, vous pouvez le faire avec un module, une fonction, une classe, et donc vous n'êtes absolument pas limité, ce qui ouvre pas mal de perspectives pour les quelques courageux qui étaient là hier, quand on a programmé par exemple l'ORM. On a parfois besoin de ce genre de choses, et effectivement, allègrement, nous avons passé les classes vraiment à droite et à gauche, et ça c'est quelque chose de très utile. Alors ici, ce que j'ai mentionné par rapport à la mutabilité de l'objet, donc quand je peux passer un objet à l'intérieur d'une fonction, la fonction va le modifier et ces modifications vont être visibles éventuellement à l'extérieur. Ça, c'est valable pour tous les objets donc modifiables. En fait, en Python, pratiquement tous les objets sont modifiables, sauf quelques-uns. Okay, donc, c'est plus facile de se souvenir de ceux qui ne sont pas modifiables que d'essayer de mémoriser ceux qui sont modifiables. En effet, n'importe quelle classe que vous allez créer, par exemple votre voiture, votre Citroën ici, nous avons créé notre Citroën, et si notre Citroën, je veux lui ajouter une variable porte, par exemple, et puis je lui affecte la valeur 5, mon objet Citroën, .porte, mon objet a été modifié. Modifié en place, il a reçu un nouvel attribut. Et puis maintenant, je peux lui affecter la valeur 3 portes, par exemple. Et puis, lors du prochain appel, il aura également été modifié. Donc, par défaut, un objet en Python est mutable ou modifiable. Les seuls qui sont intrinsèquement pas modifiables, ce sont les tuples. Okay. Pas modifiables encore, nous avons des choses qui sont dérivées des tuples, comme les named tuples. Named tuples. Nous avons les chaînes de caractères, les strings. Okay. Et puis après, les choses comme les entiers, les flottants, et puis les booléens, par exemple. Ok, donc true, false n'est pas modifiable parce que c'est finalement qu'en entier, c'est finalement une valeur 1 ou 0. En float, lui n'est pas modifiable, en int n'est pas modifiable, en string non plus, etc. Ce qui fait qu'effectivement, si je définis une chaîne ici comme salut, par exemple, et que je crée une fonction, allez, vers en majuscule, allez, transformer, def, transformer en maj. Et puis chaîne. Okay. À l'intérieur, on reçoit la chaîne, et puis on pense qu'on a compris, puis on pense faire un upper, comme ça. Donc, erreur qu'on fait assez volontiers au début. Et puis, je fais un transformer en maj, je lui passe une chaîne égale une chaîne, et je pense que tout va aller bien dans le meilleur des mondes, et je fais un print de une chaîne. Et contrairement à mon exemple sur les listes, il est toujours en minuscule. Okay. Et ça, c'est vraiment parce que un objet de type string, comme un objet de type tuple, ou les nametuples, ou les strings, etc., sont non mutables. Donc, on va dire ici non mutables. C'est plus facile d'apprendre ceux qui ne sont pas mutables que ceux qui sont mutables, comme je disais. Donc, ici, non mutable. Donc, non modifiable. Quand on va appliquer des opérations dessus, jamais une opération sur une chaîne de caractères ne modifiera la chaîne de caractères. Qu'est-ce que cette opération fait? Elle va construire une nouvelle chaîne de caractères, elle va faire un return. Donc, elle va faire un return, cet objet va se retrouver ici, sur la gauche de notre expression, ici, et si on ne met pas en égal, ici, il est perdu, cet objet, il ne fait rien.
Okay, si je ne veux pas qu'il soit perdu, je dois récupérer cet objet, par exemple, nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne. Et puis, à ce moment-là, j'ai récupéré ça. Mais en même temps, j'ai un nouveau nom qui pointe sur un nouvel objet, cette nouvelle chaîne. Mais quand je serai sorti de cette fonction-là, cette nouvelle chaîne, c'est une variable locale. Une variable locale, quand on sort de la fonction, quand la fonction a fini de s'exécuter, la variable locale, et elle meurt. Donc ici, typiquement, on a cette situation-là. Alors, je vais faire un petit peu de ménage pour y voir plus clair, puisque on aura, vous avez compris, le paysage avec les listes d'avant. Et voilà, on a ça. Et puis, du coup, on va juste reprendre ça. Donc ici, on a une chaîne. Hop. Voilà. Une chaîne. Et puis, uniquement durant le temps de vie, le temps d'exécution, de transformer en mage, j'aurai une nouvelle chaîne. Donc, ici, une nouvelle. Petit point, juste, voilà. Et les deux pointent effectivement. Alors, au début, donc elle pointe sur cet objet chaîne de caractères qui représente le mot salut. Donc ici, chaîne et le mot salut. Lui, il n'a jamais changé, parce qu'une chaîne n'est pas mutable, donc je vais lui affecter une couleur qui va me préciser qu'elle n'est pas mutable. Ici, tout ce qui est bleu, ce ne serait pas mutable. Et lorsqu'on on lui applique upper va fabriquer un nouvel objet. Ici, ce sera aussi une chaîne, comme c'est le résultat de la fonction upper, le résultat, ce sera salut. On voit que salut, c'est une nouvelle chaîne ici qui va être référencée par une variable ici. Okay, donc, on est dedans cette fonction et le résultat de upper est affecté à cette nouvelle chaîne ici, une nouvelle chaîne, hop, nouvelle chaîne. Voilà. Et on a ça. Maintenant, quand j'ai fini d'exécuter cette fonction, donc quand on se retrouve ici dans le code à la ligne 2, cette fonction est terminée. Donc, quand la fonction est terminée, les variables locales qui ont été créées au sein de la fonction vont être supprimées par Python. Tous les noms qui sont créés de manière locale dans une fonction sont supprimés. Et à partir du moment où ce nom est supprimé, il n'y a plus aucun lien vers cette chaîne majuscule salut. Donc, Python va la flaguer comme effaçable et le ramasse-miettes va ramasser les miettes ici et l'éliminer. Ce qui fait que le résultat de votre fonction sur un objet non modifiable et qui n'a pas été modifié aura disparu. Donc, avec les objets non modifiables, vous n'avez pas de choix. Si vous voulez garder en lien sur la nouvelle chaîne qui a été effectuée, il faut faire un return. Return nouvelle chaîne pour le renvoyer à l'extérieur de la fonction. Et puis, non seulement il faut faire un return, mais il faut le récupérer, cette nouvelle chaîne. Ici, une chaîne en mage, par exemple, égale, hop. Faut juste, voilà. Il y a le return, cet objet va passer donc à l'extérieur, il passe à l'extérieur de cette fonction et il va être affecté à une nouvelle chaîne et print une chaîne en mage, par exemple. Et hop, il faut juste que j'exécute mon code pour que ça fonctionne. Et on a bien récupéré le salut. Parce que une fois qu'une chaîne est là, on va réaffecter à une chaîne en mage en
une chaîne image. Comme ça. Et puis, notre chaîne salut a été créée dans la fonction. Mais du coup, via le return et via l'affectation du return à une variable à l'extérieur, on garde en lien. Et comme on garde ce lien, bah, du coup, cet objet n'est pas effacé. Et je peux faire un print après de cet objet. C'est-à-dire que vraiment, si j'ai un objet non modifiable, je ne pourrais pas le récupérer sans un return. Tandis que si vous avez, comme on l'a fait avant, des fonctions qui travaillent sur un dictionnaire ou sur une liste qui sont des objets mutables, pas de souci, on peut modifier ces objets à l'intérieur de la fonction via le lien, donc via le paramètre auquel on a affecté l'argument sous forme de liste ou de dictionnaire, et ça va fonctionner. Okay, donc, de comprendre vraiment qu'on a des noms, des objets, et que ces objets sont tous mutables, sauf quelques-uns. Et déjà là, vous avez fait un pas de géant en Python, parce que vous avez l'ensemble du tableau. Vous avez l'ensemble du tableau qui tient sur, ce sera presque le plus court de mes webinaires, 1 heure, qui tient sur 1 heure et qui n'a pas d'exception, ou très peu. Enfin, il faut vraiment aller dans les méandres avancés, ou très avancés du langage pour trouver des exceptions à ce modèle-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette relation qu'il y a entre les noms, les objets et leurs attributs de mutabilité ou de non-mutabilité? Ça ne semble pas être le cas. Donc, n'hésitez pas une nouvelle fois. Si vous avez des besoins d'y repenser, d'expérimenter, de revoir, de récupérer quand il sera disponible ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube. Comme je l'ai mentionné ces derniers jours, j'ai du mal à suivre avec un webinaire par jour sur les vidéos, donc ça va venir. Après ces webinaires, j'aurai des vacances et j'aurai du temps pour rattraper le retard. Alors, donc, les replays vont vraiment suivre, mais il faut un petit peu de temps. Chaque journée a malheureusement que 24 heures. Donc voilà, demain, on parlera de Python et Excel, parce que dans le monde d'où je viens, c'est-à-dire le monde scientifique, mais également le monde de la gestion, de la finance et finalement également dans le monde associatif, très souvent, on collecte des données dans des fichiers Excel. XLSX, donc vraiment Microsoft Excel, ça. Alors après, il peut y avoir des variations de Excel comme Google Sheets, par exemple, ou l'équivalent de LibreOffice, etc. Mais globalement, Excel est devenu un standard dans le monde de tous les jours pour la collecte de données et puis pour finalement le formatage ou l'arrangement de ces données. Et quand on arrive en Python, c'est une tâche qu'on a très, très souvent à effectuer, c'est de travailler avec des fichiers Excel, avec un fichier Excel ou de multiples fichiers Excel, avec des volumes de données qui peuvent varier. Et ce que je voudrais discuter demain, c'est de voir un petit peu quelles sont les possibilités de manipuler Excel en Python. Alors, soit de manipuler des fichiers Excel, soit de même carrément dans Excel faire des macros en Python. Donc, il y a pas mal de possibilités. On va essayer d'explorer ça. Voilà, le webinaire de mercredi a également été changé. Si vous faites du Django, on parlera de tests unitaires en Django mercredi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, sinon, je vous souhaite une très belle soirée, un très beau début de semaine et à tout bientôt.